portée. Une voie moderne de plus de 90 km allant de Temedia à la frontière Togo-Ghana en passant par Badou. Et c'est le ministre Nissao Nyonfam des Travaux publics et des Transports qui a représenté le chef de l'État à la cérémonie de lancement. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Nous sommes sur la nationale numéro 15, une voie construite depuis 1970 est devenue aujourd'hui un frein au développement des localités qu'elle désenclave. De petits et grands trous, voire des fossés sont entre autres des problèmes qui jonchent cette route, problèmes qui appartiendront bientôt au passé. La voie sera entièrement refaite et les travaux ont été officiellement lancés ce 14 février 2014 à Temedia par le ministre des Travaux publics et des Transports, Nissao Nyonfam, représentant le chef de l'État, en présence de plusieurs autorités ministérielles, administratives, traditionnelles et militaires. 24 mois, c'est la durée fixée aux travaux à exécuter par la société Sogea Satom et qui doivent soulager les populations, selon le représentant des dites populations, le ministre Fiatuo Seseno. En ma qualité de représentant de la population bénéficiaire, c'est-à-dire de la population Akoso-Akebou, je puis vous dire que la population est profondément satisfaite. Elle est très contente et elle remercie le chef de l'État. Après plus de 45 ans, l'état de cette route est tout simplement épouvantable, vu sa dégradation très avancée avec des ravinements longitudinaux et transversaux et des faïençages. Bref, la chaussée est en disparition au point de devenir une route en terre non praticable. Le chef de l'État, très sensible à l'importance au plan économique et social de la région et particulièrement des 3 préfectures, Wawa, Akebou et Amou, a décidé donc d'inscrire la réhabilitation de cette route dans son agenda de réforme. En effet, cet acte a une valeur économique certaine et indéniable. Donc, sa reconstruction favorisera l'écoulement plus rapide des produits agricoles, particulièrement les produits de rente, notamment le café, le cacao et le coton, pour un meilleur approvisionnement des zones de consommation et vers les unités de transformation. Point n'est donc besoin d'indiquer que ce projet contribuera à l'éradication de la fuite de nos productions agricoles vers des pays voisins. Voici à quoi ressemblera cette voie après les travaux de réhabilitation et de renforcement. Une route allant de Temedia à la frontière Togo-Ghana, passant par Badou, voie de 94 km, y compris la bretelle de Kouniowo. Autre caractéristique, cette route sera large de 13 mètres en agglomération et 10 mètres en race campagne, financée par la BOAD et l'État togolais à plus de 30 milliards. Et une fois que ces infrastructures routières sont prêtes, les vrais usagers que sont les piétons et les conducteurs de tous engins ont du mal à circuler. La cause, l'envahissement des abords de ces routes par des commerçants. La situation est remarquable dans toutes les villes du pays. Et c'est d'ailleurs ce 15 février qu'arrive à échéance le communiqué municipal demandant à ces contrevenants de quitter les lieux. Les interrogations ce soir sont de savoir ce qui pousse ces revendeurs à envahir ces endroits inappropriés et quelles sont les mesures prises par les autorités compétentes. Les réponses dans ce dossier réalisé par Félix Semdacha. À même le sol pour les uns, sur des tablettes pour les autres, ils ont une chose en commun. Leurs sites pour l'étalage des produits de commercialisation sont les abords des voies publiques. Il n'y a pas assez de place dans les marchés. Et puis, il y a les clients, il y a des endroits propices pour pouvoir attirer beaucoup plus de clients. Peut-être si j'avais installé mes marchandises au sein du marché, peut-être que je n'aurais pas assez de clients. Parce que beaucoup de personnes passent par le pavé. Bon, peut-être quelqu'un a dit de gommer, mais en passant par ici, il peut voir mes chaussures et vouloir s'arrêter pour les acheter.
Mieux s'afficher pour attirer la clientèle, des raisons pour expliquer l'occupation anarchique des rues, des propos qui sont loin de convaincre les autorités. Pour ces dernières, des marchés sont créés et les rues sont faites pour la circulation, raison pour laquelle elles doivent être dégagées. Les voies publiques ne sont pas faites pour le commerce. Si on érige les commerces tout au long des voies publiques, c'est pour que les gens puissent rester dans les magasins et vendre, et non prendre d'assaut les trottoirs pour empêcher les autres de circuler librement. Ça, c'est un fait. Le second fait, c'est que les marchés sont là. Les gens désertent le marché pour se réfugier ou bien soit trouver des endroits tout au long des voies pour pouvoir exercer leurs activités commerciales. Cela n'est pas indiqué. Mais avant de s'installer à ces lieux-là, il fallait que ces gens au préalable aient l'autorisation du maire. Pour mettre fin au phénomène d'encombrement des rues, une des solutions aurait pu être l'installation des kiosques publics, comme c'est le cas sur la rue face à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Malheureusement, cette piste n'est pas la meilleure selon les autorités compétentes. Avant, il y avait les hangars. Sur tout ce tronçon, juste là, et après dans les vents comme ça, il y avait des hangars. Pour améliorer aussi un peu les conditions des gens, ils ont dû faire les kiosques. Bon, nous trouvons que c'est bon, mais bon, ça en revient un peu très cher. Nous ne voulons plus maintenant des kiosques aux abords des boulevards, pour des raisons que je voudrais vous citer maintenant. Et c'est que souvent, c'est aussi de sécurité. Voyez-vous, parfois la nuit, les voleurs se cachent dans ces kiosques-là aux abords des boulevards. Et même parfois, il y a des gens qui vendent aussi la drogue dans ces kiosques-là la nuit. Libérer les abords des voies publiques, c'est une question de sécurité pour les usagers et le citoyen lambda. C'est la loi et nul ne peut aller à l'encontre. Autre actualité, l'examen des 18 affaires dans le cadre des audiences hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO a pris fin hier vendredi à Lomé. À l'heure du bilan, c'est une note de satisfaction qui se dégage. Et Soham Théotéo. Sur les 18 affaires examinées à Lomé, 7 décisions, dont 3 arrêts. Un arrêt sans révision, 3 décisions avant dire droit ont été rendues et 12 affaires renvoyées à Abuja pour examen approfondi. Pour le juge Awanana Daboya, président de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est un sentiment de mission bien accompli. Succès que nous devons à la bonne organisation apportée par la Cour suprême du Togo. En ayant en vue la participation des parties, je voudrais dire la comparution des parties, aux côtés de leurs avocats ou en leur représentation, je mesure l'intérêt du public également venu chaque jour suivre les débats, auquel titre nous pouvons affirmer que la CEDEAO des peuples est en mouvement. C'est avec ces succès-là que nous mesurons combien la Cour de justice de la communauté joue sa partition dans la poursuite des objectifs que cette communauté s'est fixés. Mais la mission de la Cour paraît plutôt inachevée pour des populations qui doivent croiser les doigts pour que soient exécutées ces décisions, en raison du fait que leur exécution est laissée au libre choix des États membres. D'où le vœu de la bâtonnière de l'Ordre des avocats du Togo de voir les gouvernants accepter et exécuter spontanément ces décisions pour que cette satisfaction soit totale. Le président de la Cour suprême du Togo, Akakpovi Gamato, va plus loin. Pour lui, je cite, « Ne pas exécuter ou prêter main forte à l'exécution de vos décisions serait la pire violation des droits et libertés des citoyens dans la communauté. » Fin de citation. Au cours de cette session, vous avez réussi à trancher définitivement certaines affaires. Par contre, d'autres dossiers sont mis en délibéré, décision que recommande la sagesse de votre Cour, qui veut bien se donner le temps et les moyens d'une réflexion ouverte et mûrie sur les vraies questions et équations juridiques pour des décisions non seulement claires, mais significatives en temps utile, évitant ainsi de provoquer des bouleversements non souhaités. Fidèle à ces principes, une conférence de presse a clos la session. Répondant à l'inquiétude des Togolais sur l'absence des affaires du Togo à cette audience,
Madame Awanana a fait savoir que les affaires du Togo n'étaient pas en état d'être jugées ici. Elle a apporté d'autres informations sur l'étude de faisabilité en cours de réalisation en vue de la création d'une cour d'appel au sein de la haute juridiction communautaire. Dans l'actualité de ce samedi également, suite à la manifestation tenue jeudi dernier au campus universitaire de Lomé, le ministre de l'Enseignement supérieur Octave Nikoué Broum a rencontré ce matin les responsables des comités de suivi du dialogue interuniversitaire, les autorités universitaires et les collèges des délégués généraux pour faire le point de la situation. Ceci pour éviter une éventuelle crise qui empêcherait le bon déroulement des activités pédagogiques. Le compte rendu de cette rencontre avec Silver Abdou. L'Assemblée générale organisée jeudi dernier par le MIT, Mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais, a été transformée en une manifestation publique. Une situation inquiétante qui a réuni autorités universitaires et collèges des délégués généraux autour du ministre Broum pour écouter et recueillir les préoccupations et propositions des étudiants. Il y a eu des décisions, nous avons participé pleinement à ces décisions. L'autorité nous a fait le point de la situation et leur point de vue. Nous aussi, nous en avons fait ce que nous avons dit, ce que nous aussi nous pensons de la situation. Et nous avons proposé que de meilleures solutions soient prises pour que le calme ne revienne à l'université de Lomé. Il n'y a pas de confusion à faire entre une assemblée générale et une manifestation, a rappelé le ministre Octave Nikoué Broum. À ce sujet, les étudiants doivent se conformer aux règles et aux dispositions universitaires, bref, aux franchises universitaires, pour éviter cet état de choses qui souvent empêche le bon déroulement des activités pédagogiques. Il s'agit ici de faire le point et de prendre des résolutions en vue du respect de la discipline sur le campus. Nous avons voulu faire le point de la situation avec les autorités universitaires, leur rappeler les règles qui régissent les manifestations et autres activités estudiantines sur le campus. Nous avons écouté également les étudiants. Nous leur avons dit que la semaine prochaine, les examens prévus vont effectivement se dérouler dans la sérénité et le calme. Il s'agit de dire aux étudiants que toutes les préoccupations, nous sommes activement à l'écoute de leurs préoccupations et que les solutions par rapport à ces préoccupations sont apportées au fur et à mesure. Vu la situation, il urge de prendre toutes les mesures pour permettre aux étudiants de passer une année académique paisible, fructueuse et surtout dans la sérénité. Et cette situation n'a pas empêché la faculté de géographie d'ouvrir ses portes au public. Durant 2 jours, les amoureux de géographie ont découvert la filière, ses opportunités, les curricula de formation, entre autres. Apollinaire Kadanga, Isidore Koubatine. La filière de la géographie forme et met à la disposition du monde du travail toute une panoplie de spécialisations. Dans les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, il y a généralement un géographe. Mais celui-ci semble être peu connu du grand public, d'où l'organisation de ces journées portes ouvertes sur ce métier très utile dans le développement d'un pays. Au niveau du marché de l'emploi, il y a certaines exigences qui s'imposent. Et d'ailleurs, par rapport à cela, nous avions décidé que depuis quelques mois de procéder à une refondation des unités d'enseignement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain moment. Et j'espère qu'à la suite de ces journées portes ouvertes, il y aura une meilleure visibilité de ce que c'est que le géographe et ça permettra d'améliorer l'employabilité du géographe. À ce rendez-vous sont présents différents partenaires, mais surtout des employeurs. Leur intérêt, trouver au sein des pépinières des jeunes géographes formés dans les universités, la main-d'œuvre qualifiée et apte à répondre aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. Et lorsque vous allez dans les entreprises, vous remarquez que peu d'employeurs cherchent les géographes.
Et nous pensons à l'ANPE que c'est un problème de transparence sur le marché de l'emploi. De sorte que les employeurs qui offrent l'emploi et les demandeurs qui demandent de l'emploi ne se retrouvent pas souvent. Ce qui fait que les employeurs ignorent les vraies compétences du géographe. Le macro-système, le système de formation doit pouvoir également s'adapter aux exigences du marché de l'emploi par la révision des curricula pour que les jeunes qui sortiront très certainement puissent vraiment avoir des profils qui correspondent à la demande des entreprises. Les métiers de la géographie, les compétences d'un géographe, son insertion professionnelle sont autant de thématiques qui seront développées au cours de ces journées portes ouvertes. Et nous allons nous intéresser maintenant à la linguistique. Nombreux sommes-nous à nous évertuer et à nous appliquer à apprendre à lire, écrire et parler le français et d'autres langues étrangères. Mais que deviennent les langues locales et dialectes, véritables représentations culturelles? Sylvain Abdou s'est intéressé à la question. Comment promouvoir les langues locales? C'est l'autre dossier de ce journal. Selon des enquêtes, la promotion effective d'une langue locale nécessite beaucoup de facteurs tels que la formation, la sensibilisation et l'enseignement des gestes et signes traduits pour rendre accessible à chaque peuple sa propre langue. Tout ceci participe aussi bien et de manière systématique à l'aboutissement d'une écriture locale. Lorsqu'on veut travailler sur une langue, c'est d'abord de faire une enquête linguistique et qui détermine les différentes variantes de cette langue, et on choisit une variante qui est la variante privilégiée, celle que toute la communauté apprécie et aime parler. Et on fait ensuite une description de cette langue. Cette description devrait aboutir à l'élaboration d'une orthographe, c'est-à-dire d'une écriture pour cette langue. Et puis, bien sûr, l'élaboration d'une grammaire pour cette langue, une orthographe, une grammaire, et puis voilà, on peut passer à l'alphabétisation lorsqu'on élabore des syllabaires qui permettent donc à la population locale d'apprendre à lire et écrire sa langue maternelle. Cette démarche permet également à chaque peuple de lire et d'écrire facilement sa langue. Plusieurs langues et dialectes sont parlés au Togo et il est aujourd'hui question de les valoriser à travers leur maîtrise et leur accessibilité. Nelson Mandela qui a dit que si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, comme je vous parle français maintenant, ça va dans la tête. Mais si vous parlez à quelqu'un dans sa langue maternelle, ça va directement dans son cœur. Donc, il est donc important que nous puissions revenir, nous ressaisir en Afrique et au Togo et apprendre nos langues maternelles, parce que c'est la langue du cœur des gens. Nombreux sont ceux qui s'intéressent à la chose. Parmi eux, Wycliffe, une mission linguistique de développement qui embrasse à la fois le spirituel et la recherche linguistique. Grâce à cette mission, beaucoup arrivent à lire aujourd'hui la Bible dans leur langue locale. Don de vivre aux malades du centre hospitalier régional de Kara, Tomde. Cet acte humanitaire a été posé par la Convention des femmes pour unir section COSA. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. De la surprise pour les malades du centre hospitalier régional de Kara Tomde. Le 14 février, les malades admis à la pédiatrie de cet hôpital ont reçu la visite de la Convention des femmes pour unir de la préfecture de la COSA. Ces femmes leur ont offert des kits de vivres. En dehors des malades de la pédiatrie, les femmes hospitalisées à la maternité ont aussi reçu ces kits. C'est une manière pour la section COSA de la Convention des femmes pour unir de célébrer la journée internationale des malades. Nous avons passé à nos frères
à nos enfants malades et nous avons pensé que nous pouvons venir leur rendre visite et les soutenir dans leur maladie. C'est au bout de ça que nous sommes venus avec des petits cadeaux de la présidente de la Convention des femmes pour unir du Togo pour leur soutenir. À l'occasion de la journée du malade, c'est de féliciter les soignants, de leur demander encore beaucoup de courage pour supporter les caprices des malades. Cet acte de générosité et de compassion a été bien apprécié par les bénéficiaires. Il y a le lait, il y a le sucre, il y a beaucoup de choses dedans pour les enfants malades. On les remercie, que Dieu les garde, que Dieu les protège pour que leur mission aille de l'avant. Les mêmes remerciements ont été réitérés par le directeur du CHR Karatomde, Brice Beketi, à la Convention des femmes pour unir pour l'attention qu'elle accorde aux malades indigents et pour toutes ses œuvres en faveur des couches sociales défavorisées. Le geste a été réitéré donc hier à l'hôpital pédiatrique Yendoubé de Dapan. Les membres de la section Savane de la Convention des femmes pour unir ont offert des kits de produits aux enfants hospitalisés. Désiré à l'œil. Des cadeaux symboliques, il y en avait pour tous les enfants hospitalisés de l'hôpital pédiatrique Yendoubé de Dapan. C'est un geste de la Convention des femmes pour unir dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de Notre-Dame de Lourdes dédiée aux malades chaque 11 février. Nous, les parents des enfants malades, nous voudrions remercier le parti Unir pour tous ces gestes qu'il a fait à donner ces cadeaux à nos enfants. Nous lui disons merci. Nous partageons la souffrance des mamans. Nous voulons les aider à prendre en charge les enfants pour que ces enfants puissent retrouver la santé. C'est dans la politique du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État fait tout pour que tous les citoyens soient en bonne santé pour œuvrer au développement de la nation. La CEFI témoigne ainsi son affection, sa solidarité et sa compassion aux enfants malades au nom du président fondateur du parti UNIR. Occasion pour la CEFI Savane d'inviter toutes les mamans à prendre soin des enfants qui constituent la relève de demain. L'honorable Aruzuma Kpakpabia, présente à la cérémonie, a appelé tous les citoyens à s'associer au parti UNIR pour lever le défi, celui du développement socio-économique que prône le président de la République, Fort Esseozimnanya Zingbe. Parlons toujours des femmes. Elles se retrouvent de nos jours dans tous les secteurs d'activité et chacune y va de son initiative pour se prendre en charge et par ricochet les besoins de sa famille. Nous allons nous intéresser maintenant à celles qui ont fait du transport de marchandises leur profession, les portefaix. Au grand marché de Lomé, ces femmes travaillent jusqu'à épuisement pour gagner leur pain quotidien. Zoom sur leurs conditions de travail dans ce dossier réalisé par les étudiants de l'ISICA. Marché de Lomé, elles sont nombreuses ces femmes et filles qui s'adonnent au métier de portefaix. Grace, quant à elle, a commencé ce métier il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, même si la jeune dame arrive à joindre difficilement les deux bouts, elle n'est pas pour autant prête à abandonner ce métier. Nous venons au marché du lundi au samedi et le peu que nous gagnons ne suffit même pas pour nos besoins. Le métier semble harassant et l'absence d'un système de tarification fiable vient compliquer leurs conditions de travail. Le travail est pénible et très fatigant, mais on nous paie mal. Des fois, les gens se moquent de nous. Parfois, nous débattons du prix, mais le problème est que si tu refuses, il y a d'autres qui vont prendre. Ce que nous gagnons ne nous permet pas de subvenir à nos besoins. C'est à peine qu'on trouve les frais de déplacement. Malgré les difficultés, ces derniers font leur travail avec dévouement et honnêteté. Les portefaix font de leur mieux. Nous sommes devenus familiers. Elles font loyalement leur métier et elles nous connaissent individuellement. Je n'ai jamais constaté de cas de vol dans leur... Tout travail qui aide l'humanité doit être entrepris avec une force qui ne recule pas devant la peine.
Il en est de même pour ces portefeuilles qui s'adonnent à leur travail avec détermination et abnégation. La crise centrafricaine, on en parle toujours. En bref, face à la situation qui ne cesse de se dégrader, Paris a décidé l'envoi sur le terrain de 400 hommes supplémentaires, ce qui portera à 2000 le nombre de soldats de l'opération Sangaris, un renfort militaire qui sera suivi dans les prochains jours d'un autre de l'Union européenne. Au Togo, l'ambiance était festive mercredi soir dernier à l'hôtel Mercure Sarakawa. Il s'agissait de célébrer la fusion de deux établissements bancaires, la BTD, Banque togolaise de développement, et Aura Bank. Les deux institutions forment désormais Aura Bank pour offrir des services de qualité à la clientèle. Élisée Kodo. De petites discussions par-ci, des découvertes des sites artificiels par-là. Tout le décor est planté pour bien démarrer la soirée à l'hôtel Mercure Sarakawa. Et la soirée, c'est bien la fusion de deux banques du Togo, Aura Bank et la Banque togolaise de développement BTD. Cette fusion est l'aboutissement d'un processus engagé dans le cadre de la privatisation des banques à participation publique initiée par l'État togolais. Aura Bank a été retenu par les autorités pour devenir l'actionnaire majoritaire avec 56% du capital, réalisant ainsi la première des privatisations bancaires au Togo. Qu'on a célébré ce soir, c'est la fusion entre la BTD et Aura Bank, qui devient ainsi la première banque du Togo, la plus grande banque du Togo, avec un réseau de 30 agences, un effectif de près de 400 personnes. Cette fusion ouvrira la voie à plus d'opportunités d'affaires aux particuliers, professionnels ou salariés du secteur public ou privé. Pour les particuliers, cela veut dire s'ils ont des opérations bancaires à faire, à aller chercher leur salaire, à demander un crédit, ils peuvent aller beaucoup plus près de chez eux ou de leur lieu de travail. C'est aussi la possibilité pour eux d'avoir des crédits à meilleur taux et des crédits immobiliers jusqu'à une durée de 15 ans grâce au refinancement de la caisse de refinancement hypothécaire dont nous sommes actionnaires. C'est aussi pour les entreprises, encore une fois, la possibilité d'accéder à plus de financement. L'idée, c'est vraiment non pas d'être seulement plus grand, mais c'est d'être plus efficace, mieux à l'écoute de nos clients et de mieux répondre à leurs besoins. Le mariage des deux banques recèle d'un actionnariat de premier plan, un statut qui favorisera beaucoup plus de services de qualité à la clientèle. Aura Bank a un réseau de plus de 30 points de vente dans différents quartiers de Lomé et dans les principaux centres urbains de l'intérieur du pays. Elle est non seulement présente dans les pays de l'UEMOA, mais aussi au Gabon, au Tchad, en Guinée et en Mauritanie. Et alors qu'on célébrait l'amour hier 14 février, les États-Unis, eux, commémorent durant tout le mois de février l'histoire des Afro-Américains descendants des esclaves africains. Et pour marquer cette commémoration, deux danseurs professionnels américains ont offert un spectacle gratuit au public togolais sur initiative de l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Le compte rendu avec Sabine Poko. Un noir américain, descendant d'esclaves Barack Obama, à la tête des États-Unis, qui l'aurait cru avant 2009. Même si les influences des rythmes comme le jazz, le blues, le rap entre autres, et certains pas de danse comme le moonwalk ou le breakdance, dont les Africains américains peuvent se vanter d'être les pionniers, avaient déjà envahi le monde. Pour M. Robert Whitehead, ambassadeur des États-Unis au Togo, qui s'est exprimé en ces termes en prélude au spectacle de commémoration du 38e anniversaire de l'histoire des Afro-Américains dans le monde, les lignes ont beaucoup bougé. Le mois de février est toujours le mois d'histoire des Africains-Américains. Et on aime bien chaque année expédier, amener quelques groupes ici, tels que les artistes, pour montrer un peu la culture américaine et surtout la contribution des Africains-Américains. Place maintenant au spectacle. On découvre deux danseuses professionnelles américaines dans des chorégraphies énergiques, sensuelles et émouvantes, bref, comme Joséphine Baker dans le temps sur scène, appuyée fortement par plusieurs artistes nationaux.
On est grandis tous les deux à Atlanta, en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Voilà. Et maintenant, on vit en France. Et en fait, on se rencontrait à Paris. D'accord. On avait 3 jours de stage où nous, on a enseigné des cours de danse moderne. Avec la danse et tout, si tout le monde tous les Togolais arrivent à regarder ça, là, je crois qu'ils vont être motivés pour construire de vraies écoles de danse. Certains, quand même, parmi eux, ont de grands talents qu'on doit peut-être orienter vers les grandes écoles de danse. Le spectacle pour les promoteurs nationaux a comblé les attentes et chacun est rentré chez lui avec la conviction que l'amour entre les peuples, sans fierté ni dignité, est voué à l'échec. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.